Le jour du Nouvel An avait toujours ses rituels. Le bacon qui grésille dans la cuisine. Mon père qui s'éclaircit la gorge avant de dire la grâce. Et moi qui essayais, une fois de plus, d'appartenir. Cette année, j'étais arrivé tôt. Peut-être que j'étais désespéré. Peut-être que j'en avais juste marre de faire semblant de m'en foutre. L'air matinal d'Asheville était froid. Mais j'ai serré la petite boîte dans la poche de mon manteau, comme si elle pouvait réchauffer quelque chose entre nous. À l'intérieur se trouvaient 2 montres gravées sur mesure. Une pour papa, une pour maman. Rien de tape à l'œil, juste intemporel, simple, comme la version de la famille que j'avais imaginé que nous pourrions à nouveau être. La maison sentait la même chose. Romarin, polish au citronnier, et quel que soit le parfum que maman portait encore qui me rappelait la distance, pas la chaleur. Je suis entré. Silence. Pas de joyeux nouvel an, Oden. Pas de hochement de tête, pas de câlin. Juste mon frère aîné, Nathan, déjà affalé près de la cheminée, avec un verre de mimosa à la main, souriant comme s'il connaissait un secret qu'il avait hâte de voir se dérouler. Viven, ma mère, m'a jeté un coup d'œil, puis a immédiatement regardé au-delà, comme si j'étais un serveur qui venait de lui apporter la mauvaise boisson. J'y étais habitué, mais d'une manière ou d'une autre, ce matin m'a piqué davantage. Je suis entré dans la salle à manger, tous les mêmes visages, oncle, tante, associés d'affaires que papa traitait mieux que son propre sang. Une 40aine de personnes, dont aucune ne demanderait jamais où j'avais été ces dernières années. J'ai sorti mon manteau et j'ai doucement posé la boîte cadeau au centre de la table près du siège habituel de papa. Il a regardé en bas, puis en haut vers moi. Pas de curiosité, juste cette même ligne de mâchoire serrée, comme si chaque décision qu'il avait jamais prise était une faveur au monde. « Pourquoi es-tu ici ?» a-t-il demandé assez fort pour que toute la pièce se tourne. J'ai dégluti, j'ai stabilisé ma respiration. C'est le nouvel an. J'ai pensé, peut-être qu'on pourrait bien commencer. Nathan a gloussé. Maman a incliné son verre de champagne comme pour trinquer à l'absurdité. Papa s'est levé. Je m'attendais à un sermon, un soupir, peut-être même une remarque désinvolte sur le fait de brûler les ponts, mais pas ça. Il a haussé la voix, sans crier, mais juste assez pour aspirer l'air de la pièce. « Tu n'es plus mon fils. Dégage !» J'ai cligné des yeux. Mes oreilles ont bourdonné. Pas à cause des mots, mais à cause du silence. Pas de halètement, pas de protestation, juste de l'immobilité. Puis, pire encore, Nathan a commencé à applaudir. Lentement, moqueur. « Enfin !» a-t-il murmuré. J'ai regardé maman. Ses lèvres se sont retroussées, satisfaites, comme si ce moment avait été répété et que j'étais le seul à manquer le script. Mon cœur ne s'est pas brisé. Il s'est calcifié. Je n'ai rien dit. J'ai juste tendu la main, fait glisser la boîte cadeau sur la table vers papa. « Autant la garder », ai-je dit doucement. « Le temps semble important pour vous. » Il a ricané, a plongé dans la poche de son manteau et a sorti quelque chose de petit et de métallique. Il l'a jeté sur la table. Il a heurté la boîte cadeau avec un cliquetis sourd et a glissé vers moi. « Prends ça. C'est la montre de poche de ton grand-père. Je ne veux rien de faible dans cette maison. » Je l'ai attrapée. Froide, lourde. Mes mains n'ont pas tremblé. Ma respiration n'a pas vacillé. Je me suis retourné, j'ai marché vers la porte d'entrée. Dehors, le soleil d'hiver était vif. J'ai sorti mon téléphone, trouvé le contact, et j'ai appuyé sur appel. « Salut, c'est fait, en voilà maintenant. » C'est tout ce que j'ai dit. Je me suis appuyé contre ma voiture,
face à la maison comme si c'était un monument à quelque chose de longtemps enterré. 10 minutes. 10 minutes, et puis du mouvement à l'intérieur. Un par un, les invités se sont levés. Pas de bavardage, pas de téléphone, pas de regard vers mes parents. Juste des manteaux retirés des chaises, des sacs à main récupérés. Papa s'est levé, confus. Que se passe-t-il? Les yeux de maman ont darté. Pourquoi partent-ils? Nathan s'est avancé. Oncle Rick, où vas-tu? Pas de réponse, juste du silence. Les chaises ont raclé, les talons ont tapé sur le parquet. 40 personnes sont sorties, me dépassant sans un mot. Certains ont hoché la tête, d'autres n'ont pas osé croiser mon regard. Tout ce que j'ai fait, c'est de rester immobile. Et eux, chacun d'eux, ont quitté cette maison. Papa les a suivis jusqu'à la porte, mais personne n'a regardé en arrière. Il s'est retourné vers moi, furieux. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Je n'ai pas répondu. J'ai juste mis la montre en argent dans ma poche et je suis monté dans ma voiture. En m'éloignant, je n'ai pas pris la peine de vérifier le rétroviseur. Cette maison a abrité mon enfance. Aujourd'hui, elle a abrité ma clôture. Je n'ai pas regardé en arrière, mais le silence derrière moi disait tout. Le trajet de retour vers Charlotte m'a paru plus long que d'habitude. Pas à cause du trafic, mais parce que le silence avait un poids, et le mien reposait lourdement sur le siège passager tout le long du chemin. Au moment où je suis entré dans mon garage, le crépuscule était arrivé, et le ciel portait cette couleur violette meurtrissée qu'il avait toujours après une journée froide dans les Appalaches. J'ai accroché mon manteau près de la porte, la montre en argent toujours rangée dans la poche intérieure. Je ne l'ai pas sortie tout de suite. Je n'étais pas prêt. L'appartement n'était toujours pas silencieux. Pourtant, il y avait une différence. Le genre de silence qui n'arrive que lorsque quelque chose en vous se brise. Pas avec du bruit, mais avec une prise de conscience. J'ai enlevé mes chaussures, j'ai allumé la lampe près du fauteuil en cuir usé dans le coin, et je me suis assis sans allumer la télévision. La boîte avec la deuxième montre, celle destinée à ma mère, était toujours sur la table de l'entrée, non ouverte. J'ai ramassé la montre de poche, l'ai ouverte, et ai laissé le doux tic-tac remplir la pièce. Tic, tic, tic. Je ne me sentais pas puissant, pas comme si j'avais gagné quelque chose au brunch. La façon dont tout le monde est parti sans un mot. Ce n'était pas de la vengeance. C'était la confirmation que ce que j'avais ressenti pendant des années n'était pas dans ma tête. Je me suis penché en avant, les coudes sur les genoux, et j'ai fixé le cadran de la montre. Cette maison, ma famille, tout cela. J'avais essayé. Dieu sait que j'avais essayé. Mais on ne peut frapper à une porte fermée qu'un certain nombre de fois avant d'arrêter de croire qu'il y a quelque chose derrière qui vaut la peine d'atteindre. Le tic-tac a ralenti dans mon esprit, remontant quelque chose des ténèbres. J'avais 13 ans quand c'est arrivé. Nathan avait volé de l'argent, 5 000 $, au profit du comité de bienfaisance de notre école. Je l'avais vu le faire. Il s'en vantait après, appelant cela un bonus pour avoir supporté les ventes de gâteaux. Je suis allé voir mon père en pensant que l'honnêteté comptait. Je me souviens encore de la fierté que j'ai ressentie en pensant avoir fait la bonne chose. Cette fierté n'a pas duré 5 minutes. Papa m'a traîné dans le garage et m'a fouetté avec sa ceinture. Pas de questions, pas de place pour expliquer, juste de la colère. « Tu as embarrassé ton frère », a-t-il craché. On règle les choses dans cette famille. On ne va pas dénoncer comme un lâche. J'ai été privé de sortie pendant 2 semaines. Je ne pouvais même pas aller aux essais de basketball.
Plus tard dans la nuit, Vivien s'est assise sur le bord de mon lit. Pas de réconfort, pas d'excuse. Juste sa main fraîche sur mon bras alors qu'elle disait « La famille protège la famille, même quand elle a tort, surtout quand elle a tort. » Ce fut le moment où j'ai appris que la vérité avait un prix. Et dans notre maison, cela ne valait jamais la peine de payer. J'ai cligné des yeux pour revenir au présent. Le tic-tac semblait plus fort maintenant, comme si la maudite montre savait quelque chose que je ne savais pas. Juste après minuit, mon téléphone a vibré. « Monsieur Graves », disait l'écran. Le nom m'a frappé comme une rafale de vent à travers une fenêtre fissurée. Lenny Graves, un des plus vieux amis de mon grand-père. Il venait nous rendre visite quand j'étais enfant. Il apportait toujours de la réglisse noire et portait ses horribles chapeaux à carreaux. Je ne lui avais pas parlé depuis presque 15 ans. J'ai répondu « Allô ?» Il y a eu une pause, puis une voix rauque. « Oden, j'ai entendu ce qui s'est passé hier. » Je me suis levé, je me suis rapproché de la fenêtre. « Les mots vont vite », a-t-il soupiré. « Ça fait longtemps, mon fils. Mais je pense qu'il est enfin temps que tu regardes quelque chose. » Je ne savais pas quoi dire. Quel genre de chose? Tu as déjà entendu parler du contrat de 1984? J'ai fait une pause. Non. Devrais-je? Une autre pause. Puis il a dit, « Ton grand-père n'a pas construit Heritan Holdings seul. Il y avait 2 noms sur les documents à l'époque. » L'un a disparu. Je me suis détourné de la fenêtre. « Pourquoi me dites-vous cela maintenant? » Parce que j'ai gardé mon silence assez longtemps, et parce que Charles et Vivien se sont assurés que tu ne saches jamais quel nom était censé être sur cet acte. Ma gorge s'est serrée. Vous voulez dire que c'était censé être le mien? Je veux dire, a-t-il répondu lentement, tu devrais regarder ce que ton grand-père a essayé de faire avant de mourir. La vérité est peut-être encore enterrée dans la voie juridique, si tu sais où creuser. Et sur ce, il a raccroché. Je suis resté là un moment, le téléphone encore dans ma main, incertain si j'avais imaginé tout l'appel. Puis je me suis dirigé vers la petite boîte en bois que je gardais dans le placard, où je stockais tous les documents d'hospice de la dernière année de mon grand-père. Je n'y avais pas touché depuis un moment. Ça sentait la poussière et le cèdre. Je l'ai sorti, posé sur le sol, et j'ai commencé à fouiller dans les dossiers médicaux, les déclarations d'assurance, son testament, qui avait bien sûr été lu et détruit par Charles des années auparavant, sous prétexte de simplifier le processus. Près du fond, j'ai trouvé quelque chose que je ne me souvenais pas avoir remarqué auparavant. Une enveloppe délavée avec mon nom dessus, Oden, écrite dans l'écriture hachurée en majuscules de mon grand-père. À l'intérieur, une seule feuille de papier, pas de lettres, pas d'explication, juste une note. Heritan Holdings, Fondation 1984. C, classeur, tiroir du haut, dossier noir. J'ai regardé vers mon bureau. Tiroir du haut, le même où je gardais la montre de poche qui tic-tac à côté de moi maintenant. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Au lieu de cela, j'ai remonté doucement la montre. J'ai réglé l'heure pour qu'elle corresponde aux chiffres lumineux de l'horloge murale. Tu devrais fonctionner à la vérité cette fois, ai-je murmuré, presque sans m'en rendre compte. J'ai regardé autour de la pièce. Ma chambre, pas la leur, la mienne. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti l'éveil de quelque chose que je croyais avoir enterré il y a bien longtemps. Pas de la colère, pas de la vengeance, mais un but. Cette nuit-là, j'ai regardé le dossier intitulé Heritan Holdings, Fondation. Je n'y avais jamais touché auparavant. J'avais peur de ce que j'allais trouver.
Au bord du lit, le dossier sur mes genoux. Pendant longtemps, je ne l'ai pas ouvert. Je me contentais de regarder la couverture. Simple, noir, les mots Harrington Holdings, Fondation, tapés proprement sur une étiquette délavée. Le genre de choses que l'on pourrait prendre pour rien. Mais je savais mieux maintenant. Les choses qui semblent n'être rien dans ma famille portaient toujours du poids. Il était presque 11 ans du matin quand je l'ai finalement ouvert. À l'intérieur se trouvaient les dépôts originaux de 1984. Documents de partenariat, déclarations de fiducie, lettres tapées entre avocats. À première vue, tout semblait ordinaire. Puis je l'ai vu. Page 3, paragraphe 7. Une clause de fiducie décrivant les droits des bénéficiaires à bénéficier de tous les descendants de sang direct de Gerald W. Harrington en tant que cofondateur pour la perpétuation de l'héritage familial. J'ai retracé les mots avec mon doigt. Là, griffonné en encre noire qui s'est estompée sous la clause, il y avait une liste de noms. Le mien en faisait partie. Odin et Rodin. Puis dans un autre document daté de 1999, même clause, même format, mais cette fois, mon nom avait été rayé à l'encre rouge. Pas effacé, pas manquant, rayé délibérément. Ma poitrine s'est serrée, il n'y avait pas de signature à côté de la radiation. Pas de note, mais le calendrier était clair. La date, 5 semaines après les funérailles de mon grand-père. C'était le même mois où j'avais été rappelé à l'école plus tôt. Charles m'avait dit que les adultes avaient des affaires à régler. J'avais 17 ans, encore assez idiot pour penser que cela signifiait quelque chose de respectueux. Dès le milieu de la matinée, je n'avais quasiment pas dormi. Je savais que j'avais besoin d'aide, de quelqu'un qui ne poserait pas de questions, juste pour alimenter les commérages. Alors, j'ai appelé Cassandra. Elle a décroché à la 3e sonnerie. « Oden, wow, je n'ai pas eu de tes nouvelles, et j'ai besoin d'une faveur. » Je l'ai interrompu doucement. « Légaliser quelque chose aujourd'hui, si possible. » Il y a eu une pause. « Alors viens à mon bureau à 10h00. Apporte du café, sinon je facturerai le double. » Son bureau était au 12e étage d'une filature de coton rénovée. Le genre d'endroit où les vieux murs de briques gardaient encore des histoires. Nous nous sommes brièvement serrés dans les bras, moitié chaleur, moitié prudence. Puis je lui ai tendu le dossier. Elle a lu en silence. 10 minutes se sont écoulées avant qu'elle ne lève les yeux. « Tu ne plaisantais pas. » Je me suis penché. « Dis-moi que je réagis de manière excessive. » Elle a tourné vers la clause rayée. Ce n'est pas juste une erreur administrative. Quelqu'un a payé un notaire pour réviser et redéposer cela après que la succession de votre grand-père ait déjà été traitée. Ce n'est pas normal. C'est manipulateur au mieux, limite frauduleux au pire. J'ai hoché la tête, la mâchoire serrée. Pouvons-nous prouver qui l'a fait? Si nous citons en justice le cabinet d'avocats indiqué ici, peut-être. Mais cela fera du bruit. Cela pourrait rouvrir la succession, potentiellement contester toute la structure de la fiducie de l'entreprise si cette clause est fondamentale. Et si c'est le cas, elle m'a lancé un long regard mesuré. Alors, Harrington Holdings n'a jamais été légalement leur propriété, pas entièrement. J'ai expiré lentement et vivement. Elle a remarqué la montre en argent sur le bord de la poche de mon manteau et a souri faiblement. Elle tic-tic toujours, hein? Certaines choses n'étaient non pas censées être enterrées. J'ai regardé. Non, ai-je dit, la voix sèche. Mais quelqu'un a bien essayé. Alors que je me levais pour partir, Cassandra a touché mon bras. Quoi que tu fasses ensuite, documente tout. Ce n'est plus juste un drame familial. C'est du domaine juridique.
J'ai quitté son bureau avec le dossier sous mon bras, marchant lentement, presque sans but. Il avait commencé à pleuvoir pendant que j'étais à l'intérieur. La ligne d'horizon de Charlotte était légèrement floue à travers la pluie légère. J'ai passé le coin de la boulangerie sur Mint Street. Une affiche dans la vitrine montrait Nathan souriant, les bras croisés sous une bannière. Fier sponsor exécutif, Heriton Holdings. Je n'ai pas arrêté de marcher, mais ma prise sur le dossier s'est resserrée si fort que les bords se sont pliés sous ma paume. La pluie est devenue froide, et je me suis souvenu de quelque chose auquel je n'avais pas pensé depuis des années. Après les funérailles de papy, Charles m'avait dit d'attendre sur le porche arrière. Je suis resté là pendant des heures, écoutant à travers les fenêtres craquelées, alors que des voix résonnaient du bureau. Mon nom a été mentionné. À un moment donné, j'ai vu de la fumée s'échapper de la cheminée. Charles et Nathan avaient allumé un feu à l'intérieur. Quand j'ai finalement trouvé le courage de jeter un coup d'œil par la fenêtre, Charles jetait des papiers dans les flammes un par un. J'ai frappé à la porte. Vivien l'a ouverte d'un demi-pouce et a dit « Pas maintenant. Va aider à faire la vaisselle. » Je ne suis plus jamais retourné dans ce bureau. Rétrospectivement, j'aurais dû le savoir. On ne brûle pas des documents à moins qu'ils ne contiennent quelque chose qui mérite d'être caché. J'ai tourné au coin de ma rue. La pluie n'avait pas cessé. Je bougeais plus vite maintenant, plus assuré, comme si mon corps rattrapait ce que mon esprit acceptait à peine. Il ne m'avait pas seulement exclu, il l'avait fait avec intention, avec effort, avec silence. Il m'avait regardé dans les yeux à chaque fête, à chaque réunion, à chaque dîner trimestriel, et avait souri, sachant très bien qu'il m'avait volé quelque chose que je ne savais même pas être le mien. De retour à l'intérieur, j'ai accroché ma veste, posé le dossier sur le comptoir de la cuisine et me suis versé un verre d'eau. Je ne me suis pas assis, je ne pouvais pas. Je ne pleurais pas l'argent. Je n'étais pas en colère à cause des pourcentages d'actions ou des titres de société. Je pleurais le mensonge, les années que j'avais perdues, pensant que je les avais déçus, alors qu'en vérité, ils m'avaient effacé bien avant que j'aie eu une chance. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi parce qu'à 7h45, j'allais retourner à l'endroit qu'ils avaient construit et leur rappeler qui avait aidé à le construire. L'air matinal était vif alors que je sortais du taxi. Je n'avais pas dormi, mais je ne me sentais pas fatigué, juste stable, clair. Le siège social se dressait devant moi, vert et acier poli comme la fierté elle-même. Je n'avais pas mis les pieds ici depuis plus d'1 an. Pas depuis que Charles s'était assuré que les invitations cessaient d'arriver. Mais aujourd'hui, je n'attendais pas la permission. À l'intérieur du hall, la réceptionniste a levé les yeux de son bureau et s'est figée. « Monsieur Oden, vous n'êtes pas sur la liste. » Je lui ai adressé un sourire calme. « Ils voudront me voir. » Elle a fouillé le téléphone, clairement incertaine si elle devait appeler la sécurité ou la salle du conseil. Je ne me suis pas arrêté pour clarifier. Je connaissais le chemin. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et je suis entré dans un couloir que je connaissais par cœur autrefois. Des peintures familières tapissaient toujours les murs. Des paysages qui ne signifiaient jamais rien pour moi. Ce qui importait maintenant, c'était ce qui attendait au bout de ce couloir, la salle du conseil. La lourde porte en chêne était fermée. J'ai marqué une pause 1 seconde, j'ai ajusté le dossier sous mon bras et je l'ai ouverte sans frapper. À l'intérieur, Charles était en pleine présentation, des diapositives projetées sur le mur du fond, des puces décrivant les partenariats stratégiques et les initiatives du prochain trimestre.
Viviane était assise près du fond, les jambes croisées, les yeux vifs. Nathan a levé les yeux de son téléphone, puis a rapidement baissé à nouveau. Charles a arrêté de parler. La pièce est tombée dans le silence. « Bonjour », ai-je dit, entrant lentement. « Désolé de vous interrompre. » Quelques têtes se sont tournées. Certains visages ont marqué la confusion. Quelques-uns la reconnaissance. Je suis arrivé à la table, j'ai posé le dossier à plat devant moi et j'ai regardé directement Charles. Il s'agit de la fiducie de mon grand-père. Les documents originaux avant que quiconque n'apporte des modifications. Sa mâchoire a tressauté. Oden, ce n'est pas le moment pour des distractions personnelles. Nous sommes en pleine revue trimestrielle. Alors cela ne prendra pas longtemps, ai-je dit, toujours calme. Vous avez dit à ce conseil pendant des années que je n'avais aucun droit légal sur l'entreprise, que je ne faisais jamais partie de la fiducie, mais cette histoire ne tient que si personne ne voit jamais ce qu'il y a ici. J'ai fait glisser le dossier vers le membre du conseil le plus proche. Charles a ri trop fort, trop vite. Ce sont des vieux papiers. Nous avons avancé. Tu déterres le passé parce que tu es amer, et franchement, je ne te blâme pas. Mais ça ne veut rien dire. Une toux a brisé le silence. Monsieur Harold Branson, aux cheveux gris, à la parole lente, une des plus anciennes voix du conseil, s'est penché en avant, plissant les yeux sur le dossier. « Je me souviens de cette fiducie, » a-t-il dit. « J'étais là en 84. Nous l'avons approuvée. Si elle a été modifiée après le décès de Gerald, nous devons comprendre comment et pourquoi. » Le sourire de Charles s'est estompé. « Harold, allez. Cette fiducie a été correctement amendée par les voies légales. » Et pourtant, son nom était là, a dit une autre voix. Linda, une nouvelle membre du conseil réputée pour poser les questions que d'autres évitaient. La prétention que vous nous avez faite qu'Odin n'avait aucun statut était basée sur une version déjà modifiée? Le silence s'est étiré juste une seconde trop longtemps. Vivien s'est légèrement déplacé sur son siège. Charles a ouvert la bouche, puis l'a refermée. La conversation a basculé rapidement. Un membre du conseil a parcouru les documents. Un autre a murmuré quelque chose au conseiller juridique assis au bout de la table. La tension montait comme la chaleur du pavé. Charles a essayé de rediriger. Cette réunion ne porte pas sur les vieilles fiducies. Nous avons des livrables, des objectifs. Non, a interrompu doucement M. Branson. Cette réunion porte maintenant sur la confiance. Point final. Je n'ai rien dit de plus. Je n'en avais pas besoin. Pendant la pause qui a suivi, les gens se sont dispersés dans le couloir. Je me suis tenu près de la fenêtre, regardant la ligne d'horizon. La ville s'étalait sous nous. Vert, mouvement, argent. Drôle comme ils ont construit cet endroit avec des fenêtres, mais ont passé des années à essayer de garder les choses cachées. J'ai entendu ses talons avant de la voir. Vivien s'est approchée, une tasse à café en carton à la main. Elle s'est tenue à côté de moi, les yeux toujours fixés sur la ville. « Tu penses que ça te rend noble ?» a-t-elle dit doucement, sans me regarder, agitant du vieux papier comme si cela réécrivait l'histoire. « Non, ai-je répondu. Mais cela rappelle aux gens que l'histoire a été écrite avec intention, et parfois avec fraude. » Son expression n'a pas vacillé. Ne confonds pas le sentiment avec le droit à, Oden. Je me suis tourné vers elle. Ne confonds pas le silence avec la faiblesse. Nous nous sommes regardés, pas de recul, pas de clignement des yeux, juste 30 secondes de guerre tacite. Puis, elle est partie. De retour dans la salle du conseil,
Charles avait repris le contrôle, mais l'énergie était différente. Moins de certitude, plus de regards furtifs. La graine avait été plantée, et qu'ils l'admettent ou non, ils savaient tous que quelque chose avait changé. J'ai attendu la fin de la session, puis j'ai récupéré mon dossier et je suis sorti par où j'étais entré. Personne ne m'a arrêté. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient loin derrière moi, je ne me sentais pas satisfait. Pas encore. Mais j'ai ressenti autre chose. Une direction. Il ne s'agissait plus de récupérer ce qui était à moi. Il s'agissait de s'assurer qu'il ne puisse plus jamais rien prendre à personne d'autre. Discrètement, légalement, sans honte, jamais plus. Alors que je remontais dans l'ascenseur, je savais ce que je devais faire ensuite, et cela n'impliquerait pas un seul mot. J'ai descendu l'ascenseur, sans appuyer sur aucun bouton. Je suis juste resté là, les mains dans mes poches, les yeux fixés sur mon reflet dans le métal poli. J'avais l'air calme à l'extérieur. À l'intérieur, mes pensées bougeaient comme une tempête lente, remontant des souvenirs que je n'avais pas voulu affronter depuis des années. Au moment où je suis rentré chez moi, le soleil s'était couché derrière la ligne d'horizon. Je n'ai pas pris la peine de dîner. J'ai enlevé mes chaussures, j'ai enlevé mon manteau et je l'ai jeté sur le dossier de la chaise. Cassandra m'avait envoyé un email plus tôt, des fichiers joints décryptés de l'ancienne archive que j'avais récupérée il y a des semaines. Je n'avais pas osé les ouvrir avant la réunion du conseil, mais maintenant, je n'avais plus d'excuses. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai tapé le mot de passe et j'ai ouvert le dossier marqué « Archives de l'héritage de Fiducie ». Il s'est chargé lentement, trop lentement pour mes nerfs. Il y avait des dizaines de fichiers, des scans juridiques, des lettres scannées, des feuilles de calcul remontant à des décennies. L'un d'eux a attiré mon attention. Autorisation de transfert, avril 2006. Je l'ai ouvert. Au début, cela ressemblait à un autre mémo bancaire, une transaction de routine. Puis j'ai vu les signatures. Autorisation, Charles Eridan. Bénéficiaire, Nathaniel Eridan. Source, Trust Éducation, Oden Eritan. Mon estomac s'est effondré. Je l'ai lu encore et encore. Mais les mots n'ont pas changé. En 2006, Charles avait autorisé la liquidation de mon trust d'études. Sans que je le sache, chaque centime a été canalisé dans un seul poste. Un sauvetage d'investissement privé pour la start-up solaire défaillante de Nathan. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, clignant des yeux fortement. Pendant un moment, j'ai pensé que c'était peut-être une erreur. Peut-être que cela avait été remboursé plus tard. Peut-être que j'avais oublié une clause quelque part. Puis un autre souvenir est apparu. Ce printemps-là, j'avais appelé Charles depuis le campus. Les frais de scolarité étaient mon dû. J'avais travaillé dur, j'avais été admis dans l'un des meilleurs programmes de l'État, et tout devait être couvert. « Papa, avais-je dit, la bourse n'a pas été accordée. Pouvons-nous utiliser le fonds maintenant ?» Il n'a pas fait de pause. « C'est parti, a-t-il dit, aussi clair que le jour. Tu aurais dû travailler plus dur pour obtenir une aide. » Je me souviens du froid dans sa voix, pas en colère, juste détaché. Et moi, je n'ai pas discuté. J'ai raccroché, j'ai changé de vêtements et j'ai marché 5 pâtés de maison jusqu'à un restaurant ouvert 24 heures sur 24. J'ai pris un quart de nuit à essuyer les comptoirs et à laver la vaisselle. Pendant 2 semestres d'affilée, j'ai travaillé jusqu'à 2 heures du matin, puis j'ai étudié jusqu'à 4 ans. Tout cela pendant que Charles sauvait les rêves de Nathan à huis clos. Je suis resté immobile, fixant l'écran.
Je ne me sentais même pas en colère. Pas encore. Je me sentais juste creux. Après un moment, j'ai fermé le fichier et j'ai pris le suivant. Celui-ci avait une date qui m'a fait sursauter. Septembre 2011. Le titre était « Correspondant Eridan et Gérald ». Mon grand-père. Je l'ai ouvert. Il n'y avait rien de suspect au début. Juste des mises à jour hospitalières de routine, des mémos de médecins, des ajustements de médicaments. Mais ensuite, j'ai fait défiler jusqu'à un email interne du chef infirmier. Monsieur Gérald Eridan a eu une rechute. La famille doit être informée immédiatement. Horodaté. 14 septembre, 22h43. Mon téléphone a vibré dans ma mémoire. Un texto de Charles ce soir-là. Ne t'inquiète pas, il est stable. Concentre-toi sur tes examens. Nous te tiendrons au courant si quelque chose change. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un appel manqué de ma mère. Papy est décédé pendant la nuit. Je n'ai jamais pu dire au revoir. Je ne l'ai jamais vu dans ce lit d'hôpital. Et personne, pas un seul membre de la famille, ne m'a jamais demandé pourquoi je n'étais pas aux funérailles. Pas même Charles. Surtout pas Charles. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la bibliothèque de l'autre côté de la pièce. Cachée dans une petite boîte en bois, se trouvait une montre de poche en argent. Papy me l'avait donnée quand j'avais 15 ans. Je n'y avais pas touché depuis des années. Je l'ai ouverte. Les aiguilles étaient bloquées. Toutes les deux figées à 2h17. L'heure du décès, l'heure de la mort. J'ai senti mon souffle se couper dans ma poitrine. Mes genoux ont faibli et je me suis assis sur le bord du canapé, la montre toujours dans ma main. Même ça, ai-je murmuré. Même ça savait mieux que moi. Le chagrin venait par vagues. Pas bruyant, pas en colère, juste tranchant et profond. Le genre qui vous fait sentir que vous avez perdu plus qu'une personne. Vous aviez perdu une version de vous-même qui avait confiance. Il avait fait confiance à Charles pour m'appeler, et j'avais fait confiance à Charles pour dire la vérité. J'ai regardé le cadre photo sur mon bureau, une photo de moi et de Papy en train de pêcher au lac Fontana. J'avais 10 ans. Il m'apprenait à lancer sans emmêler la ligne. Je lui avais demandé pourquoi nous n'utilisions pas simplement l'un de ces bateaux à moteur comme tout le monde. Parce que quand tu bouges lentement, avait-il dit, tu vois des choses que les autres ratent. Cet homme avait élevé Charles. Mais quelque part en chemin, quelque chose chez Charles s'est tordu. Il ne détruisait pas les gens, pas directement. Il faisait pire. Il te rendait invisible. Il effaçait ta place dans des moments qui comptaient. Discrètement, de façon permanente, j'ai fermé l'ordinateur portable, j'ai posé doucement la montre dans sa boîte. Je n'avais pas envie de me battre ce soir. Je n'avais pas envie de faire de stratégie. Pour la première fois depuis des années, je ne voulais pas de vengeance. Je voulais juste la vérité. Mais le lendemain matin, la vérité a frappé en premier. J'ai même fait du café quand j'ai entendu la lettre glisser sous ma porte d'entrée. Pas de coups, pas de bruit dans le couloir, juste ce doux grattement du papier sur le carrelage qui sonnait plus fort qu'un coup de feu dans le calme matinal. Je suis resté là un moment à la regarder. Ma première pensée, Cassandra. Peut-être un autre fichier qu'elle ne pouvait pas envoyer numériquement. Mais quand je l'ai ramassé, l'écriture à l'extérieur n'était pas la sienne. Tu t'es toujours demandé pourquoi elle ne s'est jamais battue pour toi. Pas de signature, juste cette phrase écrite à l'encre qui appuyait trop fort, comme si quelqu'un avait voulu graver la culpabilité sur la page elle-même. À l'intérieur se trouvait une seule photographie. C'était un moment figé dans le temps. Charles,
assis au bout d'une table de conférence en acajou, sa cravate desserrée et un léger sourire sur son visage. À côté de lui, l'avocat de la famille, et à la gauche de Charles, ma mère, Vivian. Elle n'était pas juste là. Elle se penchait en avant, hochant la tête à quelque chose sur le contrat devant elle. Une main reposait sur la table, l'autre sur le poignet de Charles, souriant. C'était la même pièce où les documents de fiducie avaient été signés. La même année où j'avais supplié d'utiliser ce que je croyais être encore à moi. J'ai lâché la photo sur la table et j'ai enfoui mon visage dans mes mains. Pendant longtemps, je n'ai pas bougé. L'horloge de la cuisine a marqué de 6h03 à 6h17 avant que je me lève et que je me dirige vers le salon. Je me suis retrouvé à faire les 100 pas, pas pour dépenser de l'énergie. Il n'en restait plus à dépenser, mais parce que si je restais immobile, la vérité pourrait me consumer tout entier. Elle avait l'habitude de me couper les cheveux quand j'étais petit, fredonnant une vieille chanson de la radio. Elle avait l'habitude de me dire « Tu vois des choses chez les gens que les autres ratent ». À l'époque, je la croyais, mais maintenant je la voyais clairement. Elle ne m'avait pas protégé. Elle ne s'était pas battue pour moi. Elle avait juste adouci le coup pour que je ne regarde pas trop près les bleus. J'ai murmuré à voix haute à personne. Elle ne m'a pas protégé. Elle s'est juste assurée que cela ne laisse pas de cicatrices visibles. Ce n'était pas de la colère exactement. C'était du chagrin. Du chagrin pour une version d'elle qui n'avait jamais vraiment existé. Je n'ai pas changé de vêtements. J'ai juste attrapé mes clés, j'ai enfilé un manteau et je suis sorti. Au moment où j'ai atteint le domaine Eridan, le ciel était à nouveau sombre. Charlotte était calme la nuit, les rues lavées de lumière ambrée, comme si elle faisait semblant que le passé ne pouvait pas vous trouver ici. Mais il m'avait déjà trouvé. En fait, il avait laissé une clé sous le paillasson. Le portail latéral utilisait toujours le même code à 4 chiffres, mon anniversaire d'enfance. Charles n'a jamais pris la peine de le changer. Il pensait probablement que je ne reviendrais jamais. J'ai traversé la cour arrière sans allumer de lumière. L'aile était sombre, à l'exception de la douce lueur du panneau de sécurité près du garage. J'ai composé le code, attendu le clignotement vert, et je suis entré. La maison sentait la même chose. Vieux bois, cuir et quelque chose de floral, probablement le désodorisant que le personnel de nettoyage utilisait encore. Les archives se trouvaient au bout du couloir est, derrière ce qui était autrefois la salle de billard. Elle avait un système de verrouillage par clavier. Maintenant, c'était un panneau intelligent. J'ai sorti la clé USB de Cassandra, j'ai chargé l'override d'accès qu'elle m'avait donné, et après 10 secondes de bip, la porte s'est ouverte. La pièce était froide, l'air semblait immobile, comme si même le temps s'était arrêté ici. Des classeurs métalliques longeaient le mur de gauche. Sur la droite, des étagères d'albums photos, des boîtes VHS scotchées et des cassettes étiquetées en marron. J'ai commencé à scanner, et voilà. Notes audio, planification successorale, 2004-2008. Un petit enregistreur à bande était toujours à proximité, poussiéreux mais branché. J'ai inséré la bande marquée mai 2007 et j'ai appuyé sur lecture. Elle a craché pendant 1 seconde, puis une voix familière a rempli la pièce. C'est Gérald Héritain. Le 17 mai 2007. Note sur la transition successorale en cours. Mon souffle s'est coupé. Sa voix. Dieu, je n'avais pas entendu ça depuis des années. Ce n'étaient pas seulement les mots, c'était la chaleur, la certitude, le poids d'un homme qui dirigeait autrefois 3 entreprises et qui prenait encore le temps de m'emmener à l'école quand Charles était trop occupé.
Je ne suis pas sûr que Charles pense encore à la famille, a dit Papy lentement. Je lui ai demandé de ralentir la consolidation de la fiducie, mais je n'aime pas ses réponses. Je veux qu'Oden voie les chiffres quand il sera majeur. Ne les laissez pas l'exclure. Je me suis penché en avant, les yeux fixés sur les bobines qui tournaient. Puis une pause et une voix que je ne m'attendais pas. Viven dit de ne pas m'inquiéter, mais son silence m'inquiète plus que les mots de Charles. J'ai arrêté la bande. La pièce est tombée dans un silence complet. Cette phrase, la façon dont il l'avait dite, donnait l'impression d'un clou dans le dernier panneau de croyance auquel je m'accrochais. Elle avait toujours dit qu'elle ne voulait pas de conflit, que certaines batailles ne valaient pas la peine d'être menées. Mais maintenant je voyais ce que c'était. Le silence n'était pas de la gentillesse, c'était de la complicité. J'ai regardé autour de la pièce. Quelques-uns de mes dessins d'enfance étaient autrefois accrochés à ce mur. Soleil dessiné à la craie et arbres de travers. Ils avaient disparu maintenant, remplacés par des plaques et des portraits de famille qui ne m'incluaient pas. Je me suis approché, j'ai posé ma main sur le mur et j'ai murmuré « J'ai passé des années à te regretter. Il s'avère que tu es parti bien avant moi. » Puis, sans y penser, j'ai atteint la poche de mon manteau et j'ai sorti la montre en argent. Je ne l'avais pas remontée depuis des années. Elle ne fonctionnait plus depuis le décès de Papy. Mais ce soir, je l'ai remontée. 3 clics. Puis la trotteuse s'est mise en mouvement. Si je ne peux pas changer le passé, ai-je dit doucement, en la posant sur une pile de livres de contes poussiéreux. Peut-être que je peux l'empêcher de se répéter. Je suis resté là un moment, en écoutant son tic-tac. Puis je me suis retourné, j'ai ouvert la porte, et je suis retourné dans la nuit froide de janvier. Le vent a frappé mon visage, comme une gifle propre. Mais ça n'a pas piqué. Ça m'a réveillé. Alors que je sortais dans la nuit, j'ai fait un vœu. Plus jamais de silence. Et le matin, la première personne que j'appellerai sera Nathan. J'ai à peine eu le temps de raccrocher mon manteau quand le téléphone a vibré dans ma main. Nathan. Je ne lui avais pas parlé depuis la nuit de la mort de papa, pas correctement. Nous avions eu des dîners de fête occasionnels, partagé des sourires retenus dans des pièces bondées, mais nous n'avions jamais franchi le pas vers quelque chose de réel. Pourtant, je m'étais promis qu'il serait le premier que j'appellerais, et avant même que je puisse composer le numéro, il m'appelait. J'ai pris une inspiration et j'ai décroché. « Salut !» a-t-il dit. Juste ce mot, mais il portait un poids que je n'avais pas entendu dans sa voix auparavant. « Tu es levé tôt ?» ai-je répondu, essayant de paraître décontracté, bien que la montre de poche dans mon manteau continuait de faire tic-tac comme un métronome pour quelque chose de plus grand. « Je n'ai pas dormi », a murmuré Nathan. Puis silence, une longue pause. « Je peux te dire quelque chose ? Quelque chose que j'aurais probablement dû dire il y a des années. » Je suis allé à la cuisine, je me suis versé un verre d'eau et je me suis assis. J'écoute. Quand j'avais 25 ans, Charles m'a demandé de gérer ce projet parallèle. Il a dit que c'était un test de mon leadership. Une société écran, des biens immobiliers, un nom chic, a-t-il commencé. Je pensais que je gagnais enfin ma place. L'amertume dans sa voix était indéniable. 3 mois plus tard, l'IRS a commencé à renifler. Soudain, j'étais imprudent, irresponsable. Papy me regardait comme si j'avais poignardé la famille dans le dos. Charles s'est lavé les mains. Je n'ai pas interrompu. J'ai laissé le silence faire son travail. Il m'a utilisé, Oden, comme il utilise tout le monde. M'a dit que c'était pour mon avenir,
puis s'est assuré que je prenne la chute. J'ai expiré lentement, me concentrant. Pourquoi maintenant? Parce que j'ai entendu parler des enregistrements, a-t-il dit. Et je sais que tu n'en parlerais pas à moins d'avoir plus que de la fumée. J'ai regardé l'USB sur ma table. Tu n'as pas tort. Une pause. Ce soir, a dit Nathan, il y a un dîner. Charles l'a appelé une réconciliation familiale. Tu es invité. Maman aussi. J'ai souri, non pas parce que j'étais heureux, mais parce que je voyais enfin le champ de bataille, clairement. Dis-lui que j'y serai. En début de soirée, j'étais de retour au domaine héritant, portant le même manteau que la veille. Pas par paresse, mais par symbolisme. La montre de poche était lourde dans ma poche intérieure. La clé USB était glissée à côté. Je n'avais pas l'intention de crier, pas l'intention de me battre. J'avais l'intention de les laisser écouter. Charles m'a accueilli à la porte, avec son charme habituel et sans effort. « Oden, content que tu sois venu. Mettons les vieilles blessures derrière nous. » « Ouais. » Je lui ai donné un signe de tête poli. « Bien sûr. Voyons jusqu'où vont ces blessures. » La bibliothèque avait été aménagée comme un drame mis en scène. Cheminée allumée, verres à vin réfrigérés, bougies vacillant sur une table trop parfaite pour être spontanée. Viviane était assise à une extrémité, les lèvres serrées, les cheveux tirés si proprement que cela semblait être une armure. Nathan était assis en face d'elle, les yeux dans l'ombre. Charles m'a fait signe de m'asseoir. Famille uniquement ce soir. Pas de personnel, pas de distraction, juste nous. Bien sûr, ai-je répondu, en m'asseyant sur la chaise en face de lui. Le dîner a commencé par des conversations légères, parlant de l'entretien du domaine, des projets d'entreprise, même des fondations caritatives. Charles jouait le rôle de l'hôte gracieux, se présentant comme la main stable de la famille. Quand le dessert a été offert, j'ai doucement fait glisser la clé USB sur la table. Le son qu'elle a fait contre le bois poli a arrêté chaque fourchette en mouvement. Je me suis dit, ai-je dit calmement, si on parle d'héritage, on devrait inclure la voix de Papy. Ça, c'est un enregistrement de mai 2007. Ses propres mots. Les yeux de Viviane ont darté. Elle n'a pas parlé. Nathan a baissé les yeux sur sa serviette. Charles, il n'a pas bronché. Il a attrapé son verre à vin et a pris une lente gorgée. « Tu ne veux pas t'engager sur cette voie, mon fils » a-t-il dit, la voix basse. « Même pas. » Je me suis penché. « J'ai déjà commencé. Maintenant, je vous montre juste la carte. » Un silence est tombé sur la pièce. J'ai sorti mon manteau et j'ai sorti la montre de poche, la posant à côté de l'USB. Elle tic-tac régulièrement dans l'espace entre nous tous. Le temps qui passe, leur rappelant, ainsi qu'à moi, que leur saison de silence était terminée. Charles a posé son verre. « Tu as toujours eu un talent pour le drame. »« Non, » ai-je dit en reculant de la table. « J'ai juste appris des meilleurs. » Je me suis levé. Viviane a levé les yeux, tendant presque la main vers moi, mais pas sa main. Et cela m'a tout dit. Nathan n'a pas bougé. J'ai laissé l'USB là. Je ne l'ai pas joué. Je n'ai pas menacé davantage. Je l'ai juste laissé comme une carte retournée. Une promesse de ce qui allait venir. Pas un avertissement. Une déclaration. J'ai quitté la bibliothèque, descendu le couloir où les photos de famille pendaient encore, recadrées pour exclure ce qui était gênant. Et je suis sorti. L'air avait une morsure. Le vent bruissait dans le jardin bordé de haies, et je me suis arrêté près de la fontaine. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas en colère. J'étais concentré. Je savais qui ils étaient, et maintenant, ils savaient que je le savais aussi.
Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je n'ai même pas essayé. J'ai passé les premières heures du matin à rédiger un email anonyme. Simple, propre, direct, objet, suggestion d'audit, pièce jointe. Une partie fortement expurgée des documents de la société écran de Charles, ceux que Nathan m'avait tranquillement remis après le dîner. Rien d'évident, mais assez pour susciter la curiosité dans les bons cercles. J'ai appuyé sur envoyer juste au moment où le soleil commençait à se lever. Le matin, aucun de nous n'avait dormi, et la presse, elle, venait de recevoir quelque chose qu'elle n'attendait pas. Au moment où j'ai quitté le domaine Heriton cette nuit-là, l'aube n'avait pas encore pointé. Mais la tempête avait déjà commencé. La presse en a eu vent juste avant le lever du soleil. Calme, chirurgical, délibéré, pas une fuite, un déclencheur. Je n'avais pas besoin d'en dire plus. L'email avec les états financiers expurgés que Nathan m'avait donné avait atterri là où il le fallait. Et en quelques heures, les murmures se sont transformés en questions. Des questions auxquelles Charles n'avait jamais aimé répondre. Mais la vraie tempête était prévue pour le 9 janvier, le gala de la Fondation Heriton, qui se tenait chaque année au Charlotte Country Club. C'était le joyau de la couronne de la façade publique de notre famille. Une nuit de sourires soignés, de poignées de main de donateurs et de discours sur l'héritage. Cette année, cependant, l'héritage allait saigner. Je suis arrivé juste avant 19h, me garant sous l'entrée en calcaire arqué. Nathan est sorti à mes côtés. Il avait l'air élégant, smoking noir, col repassé, mais ses yeux étaient toujours les mêmes, méfiants, déchirés. Vivien ne venait pas. Du moins, c'est ce que Nathan m'avait dit en route. Je n'étais pas surpris. Elle commençait à voir à travers les fissures, mais pas encore assez courageuse pour se tenir à mes côtés. Dans ma main se trouvait un dossier noir, scellé, épais, sans prétention. Et dans la poche de mon manteau, tic-tac steady, se trouvait la montre de poche. Son poids me rappelait à chaque pas. Il ne s'agissait plus de vengeance, il s'agissait de vérité, même si elle faisait mal. La salle de bal était remplie de visages familiers, de chefs d'entreprise, de mondains, de médias et de nombreuses personnes qui avaient serré la main de Charles au fil des décennies, tout en murmurant derrière son dos. Un trio de jazz jouait de la musique douce près du bar. Des serveurs portèrent des plateaux de champagne, comme s'ils flottaient dans les airs. J'ai gardé la tête haute, j'ai hoché la tête à ceux qui me regardaient fixement, et je me suis dirigé vers la table de réception des donateurs. Nathan a murmuré à mes côtés. « Tu es prêt pour ça ?»« Non, ai-je dit, mais j'en ai fini d'être prêt. Je suis là pour finir. » Puis la foule s'est déplacée. Les appareils photos ont cliqué. Charles est entré comme un roi, souriant, bras ouverts, se prélassant dans la lumière. Un smoking bleu marine, des boutons de manchette en argent, et ce sourire suffisant qui vous faisait toujours vous demander s'il croyait vraiment à ses propres mensonges. Il a parcouru la pièce du regard, m'a trouvé, et a incliné la tête dans un faux salut. Puis, comme sur commande, quelque chose a grondé. Un journaliste s'est détaché de la section presse, tenant une tablette. « Monsieur Eridan, avez-vous des commentaires sur les dossiers psychiatriques ?» Je me suis figé. « Quel dossier ?» a murmuré Nathan, mais je n'ai pas répondu. 3 autres journalistes se sont rapprochés, poussant des microphones vers moi. « Est-il vrai que vous avez été interné en 2018 ?» Le dossier dit « délire paranoïde ». Le niez-vous? Est-ce que votre effondrement était lié à la mort de votre père? Je n'ai pas bougé. Derrière eux, j'ai vu Charles s'avancer, lever une main comme pour calmer une tempête. « S'il vous plaît » a-t-il dit, la voix douce, presque gentille.
S'il vous plaît, laissez de l'espace à mon frère. Il m'a regardé directement maintenant. Oden, je t'ai toujours aimé, mais tu as besoin d'aide. Et si cet événement est trop, nous comprenons. Sache juste que nous serons toujours là. La pièce est tombée dans un silence. Certains invités ont détourné le regard, d'autres ont murmuré. Un couple est parti tranquillement, comme s'il ne voulait pas être vu prenant parti. Nathan s'est tourné vers moi, les yeux écarquillés. Ce n'est pas réel. Ces dossiers ne peuvent pas l'être. Ils ne le sont pas, ai-je dit calmement. Mais il veut qu'ils le soient. J'ai redressé mon manteau et j'ai avancé. Je n'ai pas expliqué, je n'ai pas discuté. Je me suis juste dirigé vers la scène, un dossier noir dans une main, la montre de poche dans l'autre. Le microphone a crépité alors que je m'approchais. J'ai attendu, laissé le silence s'installer. Puis j'ai levé la montre de poche. Mon grand-père me l'a donnée, ai-je dit. C'était la dernière chose dans notre famille à ne pas être touchée par les mensonges. Je l'ai posée sur le pupitre et j'ai ouvert le dossier. Ceci, j'ai soulevé le premier document en appuyant sur la télécommande du projecteur, est la clause 3C de l'amendement de la succession héritant, signée, datée, notariée. Les mots de mon grand-père. Toute action entreprise sous contrainte émotionnelle ou dissimulation de vérité est rendue nulle. L'écran derrière moi s'est illuminé avec son écriture. La pièce a changé. L'ambiance a changé. J'ai continué. Cette clause, ainsi qu'une analyse médico-légale complète, montre que Charles Heridan a altéré les doses de médicaments et dissimulé des documents à notre grand-père dans les mois précédant la signature du transfert de contrôle. J'ai fait une pause. Laissez cela assimiler. Halètement, murmure. Un homme a laissé tomber son verre de champagne. Et si je suis vraiment délirant, ai-je ajouté, demandez-vous, est-ce que je tiendrai ceci? J'ai tapé sur la montre. Tic, tic, tic. Puis je me suis éloigné du micro. En quittant la scène, je suis passé devant la table des donateurs. Je me suis penché vers l'un des plus gros contributeurs et j'ai dit calmement « Si j'étais vous, j'attendrais avant de rédiger des chèques. » Nathan s'est avancé derrière moi, a pris le micro, s'est éclairci la gorge. Je confirme chaque mot que mon frère a dit ce soir. Chaque mot. Puis il s'est retourné et m'a suivi hors de scène. Charles n'avait pas bougé. Il est resté là, immobile comme une statue. Le sourire confiant avait disparu, sa mâchoire serrée, ses yeux calculants, réalisant qu'il était mat et qu'il n'avait même pas vu l'échiquier. Les gens ont commencé à partir tranquillement. Pas de drame, juste une absence, celle qui parle plus fort que n'importe quel applaudissement. Plus tard dans la nuit, alors que le personnel du gala débarrassait les tables et que les lumières de la salle de bal diminuaient, je suis sorti sur le parking. L'air froid a rencontré mon visage. J'ai ajusté mon manteau, le rapprochant. Puis, juste au moment où j'atteignais ma voiture, un homme en manteau gris s'est approché. Il a regardé autour de lui avant de parler. « Il y a une chose que vous avez oubliée, » a-t-il dit, la voix basse, mais urgente. Je me suis retourné, fronçant les sourcils. « Quoi donc ?» Il a atteint sa poche et m'a tendu une petite enveloppe. Charles n'a pas seulement altéré les dossiers, il a eu de l'aide. À l'intérieur, il y a un nom auquel vous ne vous attendrez pas. Il s'est éloigné avant que je puisse répondre, et quand j'ai ouvert l'enveloppe, ce que j'ai vu a tout changé à nouveau. J'ai regardé l'homme au manteau gris disparaître dans la nuit. C'est pas tranquille, comme s'il venait de communiquer la météo au lieu de déclencher la charge finale d'une guerre que personne d'autre n'avait vu venir. De retour dans ma voiture,
J'ai ouvert l'enveloppe. Elle était vieille, jaunie au coin, l'écriture serrée et penchée. Mais agrafées derrière se trouvaient des impressions d'un grand livre. De vrais grands livres. Pas les états financiers expurgés que Charles gardait pour les audits publics, mais des livres internes de la Fondation Héritant datant de 6 ans. Des noms, des virements, des chèques signés de mon nom et mon numéro de sécurité sociale. Je suis resté assis là longtemps, pas en colère, pas choqué, juste abasourdi par la simplicité. Tout ce temps, pendant que je chassais des symboles, des documents, des montres, des discours, il volait de la manière la plus ennuyeuse et silencieuse qui soit, dollar par dollar, une signature à la fois. La note de l'homme était courte. Il ne m'a jamais payé, et je meurs. Que quelqu'un d'honnête termine ça. Le lendemain matin, j'avais déjà contacté le bureau du procureur du district en utilisant une Dropbox cryptée propre. Pas de nom, juste les fichiers et un court message. Ce sont de vrais. Il a utilisé mon identité. Que la justice le trouve sans bruit. Je n'ai pas parlé à Nathan. Pas encore. Je n'étais pas sûr de pouvoir l'expliquer sans défaire quelque chose en moi. 2 jours plus tard, le 12 janvier, Charles a été arrêté. Pas de sirène, pas de journaliste, pas de cris, juste un SUV noir se garantissant dans le domaine héritant et 2 hommes en costume montant calmement l'allée en pierre. Il a ouvert la porte lui-même. Il n'a pas résisté, n'a pas parlé. Ils l'ont menotté gentiment, presque respectueusement. Un voisin m'a raconté tout ça. Je n'avais pas besoin d'être là. Cet après-midi-là, alors que le soleil d'hiver basculait bas sur les arbres, je me suis retrouvé à redescendre en voiture devant la vieille ferme. Pas sûr pourquoi jusqu'à ce que je la voie. Viviane, elle était assise seule sur le porche, son manteau serré autour de ses épaules, les jambes croisées, une main agrippant une tasse ébréchée. Ses yeux regardaient droit devant, pas moi, pas l'allée, juste dans un espace qu'elle seule pouvait voir. Je ne me suis pas approché, je n'ai pas klaxonné. Je me suis juste garé de l'autre côté de la rue, je suis resté dans le camion. Puis elle a dit doucement, assez doucement pour que je l'entende encore, bien que je ne sois pas sûr qu'elle sache même que j'étais là. Il a dit « Tu ne le découvriras jamais ». C'était tout. Pas d'excuses, pas de supplications, juste cette phrase. Et d'une manière étrange, c'était suffisant. Cette nuit-là, une lettre est arrivée. Pas d'adresse de retour, mais j'ai immédiatement reconnu l'écriture. Charles. Je l'ai ouverte à la table de la cuisine, avec la lumière du porche qui bourdonnait derrière moi. À l'intérieur, il a radoté, a blâmé les avocats, a blâmé Vivien, a blâmé moi, a affirmé qu'il avait toujours fait ce qui était le mieux pour la famille et que nous aurions pu régner sur cette ville ensemble si tu n'avais pas été si mou. Je ne l'ai pas fini. Je suis allé dans la cour arrière, j'ai allumé le feu de camp et je l'ai jeté dedans. Les flammes l'ont pris sans combattre. Nathan a appelé peu de temps après. Je lui ai demandé s'il pouvait me rencontrer le lendemain matin au cimetière, le 13 janvier. Il y avait un froid dans l'air, mais le ciel était dégagé. Nous nous sommes tenus devant la tombe de Papy, le vieux cèdre toujours fort à côté. La terre sous nos pieds avait ce poids humide de l'hiver, le genre qui fait s'enfoncer les bottes et étirer le silence. J'ai sorti la montre de poche de mon manteau. Elle fonctionnait toujours, tic-tac, stable, inchangée. Cela n'appartient plus à aucun de nous, ai-je dit. Nathan n'a pas parlé, a juste hoché la tête. Nous nous sommes agenouillés ensemble, avons creusé une petite parcelle juste sous les racines du cèdre.
J'ai enveloppé la montre dans un vieux mouchoir, puis nous l'avons posée, avons remis la terre avec nos paumes. Il nous a donné du temps, ai-je dit. Nous l'avons gaspillé. Plus maintenant. Nous sommes restés là un moment encore, pas en priant, juste en nous souvenant. Ce soir-là, je me suis assis sur mon porche avec une tasse de café noir. Pas de crème, juste amer et honnête. Le monde semblait calme, pas réparé, pas guéri, mais calme. J'entendais des oiseaux quelque part au loin, un chien aboyait. De l'autre côté de la rue, des enfants faisaient du vélo comme si c'était un autre jeudi dans une ville qui ne se souciait pas des empires qui tombaient. Puis, une petite fille, peut-être 10 ans, a marché sur le trottoir avec un sac à dos presque plus grand qu'elle. Elle s'est arrêtée en me voyant. « C'est vous le gars qui a mis fin au bazar héritant, n'est-ce pas ?» J'ai souri. « Non, ai-je dit. Je suis celui qui a commencé quelque chose de différent. » Elle a souri et s'est éloignée en trottinant, et je me suis penché en arrière, laissant les derniers rayons du soleil tomber sur le porche. Plus tard, quand Nathan est passé pour le dîner, nous n'avons pas parlé de Charles, ni de Vivien, ni de la fondation. Nous nous sommes juste assis avec des assiettes de rôtis de porc et de haricots verts, regardant les informations jouer doucement en arrière-plan. Avant qu'ils ne partent, j'ai dit une dernière chose. Laisse-les oublier le bruit. Laisse-les se souvenir de qui a écouté. Il a hoché la tête, et j'ai su qu'il avait compris. Parfois, la paix ne vient pas avec un bang. Elle n'arrive pas emballée dans la clôture ou les applaudissements. Parfois, c'est juste l'absence de chaos.